La course à l'espace est historiquement un élément d'affirmation de la puissance des États, qui l'utilisent à la fois en termes de hard power, militaire économique, et de soft power, influence idéologique, prestige, culture. C'est donc un enjeu de smart power. Les rivalités entre grandes puissances durant la guerre froide, 1945-1991. Petit 1, les précurseurs allemands. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis mettent au point les fusées V1 et V2, premières capables de transporter une charge explosive importante à longue distance. À la fin de la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique se disputent le recrutement des scientifiques nazis. C'est ainsi que le père des V2, Werner von Braun, est recruté par les États-Unis et participe au programme Apollo. Petit 2, la lutte américano-soviétique. Dans le contexte de la guerre froide, l'enjeu est d'abord militaire, puisque les fusées sont indispensables à la dissuasion nucléaire. Mais c'est également une guerre idéologique, dans laquelle la victoire symbolique et médiatisée est primordiale pour démontrer la supériorité d'un modèle sur un autre. Ainsi, on peut considérer que la réussite du lancement du premier satellite Spoutnik, le 4 octobre 1957, marque le début de la course à l'espace. Les débuts de la conquête spatiale sont marqués par la domination soviétique. Spoutnik en 1957, la chienne Laika en 1958, Yuri Gagarin en 1961 ou Valentina Tereshkova en 1963. Les États-Unis réagissent cependant dès 1958, car Spoutnik a été vécu comme une humiliation et un danger mortel, peur du lancement de missiles depuis l'espace. Cette année-là, il crée la National Aeronautic and Space Administration, la NASA, puis lance le programme Apollo avec l'objectif d'aller sur la Lune. Le 20 juillet 1969, le premier pas sur la Lune par l'Américain Neil Armstrong est un événement médiatique exceptionnel, suivi en direct par plus de 500 millions de terriens grâce à un dispositif déployé par la NASA et les chaînes de télévision. Dans les années 1970, les soviétiques échouent dans leur conquête lunaire, mais investissent dans un programme de station spatiale habitée, Salyut, et des vaisseaux de transport Soyouz, capables de ramener sur Terre un équipage. Malgré la rivalité, les deux superpuissances parviennent à faire adopter à l'ONU le traité de l'espace en 1967. Ce traité fixe les règles de la non-appropriation de l'espace. Il interdit notamment la mise en orbite ou sur la Lune d'armes nucléaires capables d'atteindre la Terre, ainsi que l'exploitation des ressources présentes sur les corps célestes comme la Lune. Dans les années 1980, un regain de tension entre l'Union soviétique et les États-Unis va pousser l'administration américaine à lancer le programme IDS, Initiative de défense stratégique, ou bouclier antimissile, qui repose largement sur les satellites en orbite. Petit 3, l'enjeu spatial dans l'affirmation de la puissance française. Parallèlement, d'autres États se lancent dans la course à l'espace afin d'affirmer leur puissance et de garantir leur souveraineté entre les deux superpuissances américaines et soviétiques. Ainsi, la France commence une politique spatiale dès la Seconde Guerre mondiale, qui est largement renforcée sous la présidence de Charles de Gaulle à partir de 1958. Pour lui, l'indépendance nationale vis-à-vis de l'allié américain ne peut se concrétiser qu'avec la dissuasion nucléaire et dans l'acquisition d'un statut de véritable puissance spatiale. En 1961, le CNES, Centre national d'études spatiales, est créé. Le satellite Astérix est lancé en 1965. Dans les années 1970, le programme spatial français s'inscrit plus largement dans un programme européen avec notamment la création de l'Agence spatiale européenne en 1975. Grand 2, une multiplication des acteurs de la conquête spatiale depuis la fin de la guerre froide. Petit 1, de plus en plus d'États impliqués dans la conquête spatiale, mais à des degrés divers. On peut voir tout d'abord la domination des puissances anciennes dans le domaine spatial. Les États-Unis dominent encore largement le secteur spatial en termes de budget et de nombre de satellites en orbite. Ils sont à l'origine de 60% des investissements civils et 80% des investissements militaires.
La Russie, héritière de l'Union soviétique, a longtemps été la première puissance spatiale en matière de lancement. Elle est désormais dépassée par la Chine et les États-Unis. Dans les années 2000 et 2010, Vladimir Poutine tente de conserver une place prééminente dans la compétition spatiale, mais cela reste difficile, notamment du fait du coût financier important et des sanctions qui pèsent sur le pays. Troisième acteur majeur, l'Union européenne dispose d'une politique spatiale de premier ordre qui tente de concilier les intérêts nationaux des différents pays membres. Ça va passer par des satellites, le lanceur Ariane ou des systèmes de GPS comme Galileo. Indépendamment, les pays membres de l'Union européenne restent des puissances moyennes comme la France ou des puissances assez faibles comme les autres pays de l'Union. Petit 2, les grands pays émergents deviennent des acteurs majeurs de l'espace. On peut citer le cas de l'Inde, qui est révélateur d'une grande puissance émergente qui veut se faire une place dans la géopolitique mondiale et va utiliser l'espace pour y parvenir. La réussite en 2014 du lancement du premier satellite géostationnaire indien et de la satellisation d'une sonde autour de Mars témoigne de la détermination du pays à acquérir un rayonnement politique international, et ce avec un budget très restreint, environ 1 milliard d'euros en 2016, alors que à la même période, on est à 8 à 10 milliards pour la Chine et l'Europe et près de 40 milliards pour les États-Unis. Enfin, troisième catégorie, on va citer les puissances spatiales débutantes, de deux types. Celles qui, par choix ou limitation technologique, n'ont développé que quelques capacités militaires. On peut citer le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, etc. Et puis on a une autre catégorie, c'est celles qui n'investissent que dans la capacité militaire de l'espace, mais qui n'ont pas encore un système de lancement vraiment opérationnel. On peut citer l'Iran ou la Corée du Nord. Petit 3, très important, la place croissante des acteurs privés. On observe également la présence de plus en plus forte de sociétés privées dans ce que l'on appelle le New Space. Longtemps réservé aux structures publiques, l'espace extra-atmosphérique devient désormais un théâtre où se projettent les ambitions de quelques grands industriels à travers leurs sociétés. On pense à SpaceX, mais aussi Virgin Galactic ou Amazon. Mais l'activité de ces entreprises reste largement encadrée par les États. Ainsi, la société SpaceX profite d'un contrat de transport de fret, donc de marchandises, vers la Station spatiale internationale, du fait de l'abandon du programme de navette par le gouvernement américain. Ces acteurs privés sont donc un bon moyen de financer des programmes spatiaux et de garder une posture géopolitique dominante, puisqu'ils vont remplacer des services auparavant faits par les États. De plus, en contradiction avec le traité de l'espace de 1967, les États-Unis adoptent en 2015, sous Barack Obama, le Space Act, qui autorise l'exploration et l'exploitation commerciale des ressources spatiales par des entreprises privées américaines. Cette décision unilatérale, donc seulement décidée par les États-Unis, engendre des protestations internationales. Enfin, avec le projet Artemis, les États-Unis ambitionnent d'envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune, prévu en 2025, ce qui est le prélude à de futurs voyages vers Mars. Une partie de ce programme, Artemis, est sous-traitée par des entreprises privées comme SpaceX. Alors, dernière partie, on peut se poser la question, l'espace, un nouveau front de la guerre moderne. Alors, les enjeux contemporains de la conquête spatiale, effectivement, on considère depuis quelques années que l'espace extra-atmosphérique, c'est le 4e domaine d'opération militaire, après la Terre, les mers et l'air. Alors quels sont ces enjeux? L'espace est devenu un domaine crucial pour les activités militaires. Les pays cherchent à développer des capacités spatiales pour la reconnaissance, la communication, la surveillance et le positionnement des systèmes d'armes. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont présentes dans tous les systèmes d'armement contemporains, pour guider les missiles, par exemple. Et ces systèmes, ces technologies occupent une place centrale dans les conflits et les crises aujourd'hui. De nos jours, les satellites de communication sont indispensables à la manœuvre militaire pour observer les positions ennemies, repérer les lancements de missiles, etc. Enfin, l'exploitation des ressources de l'espace est également un enjeu majeur de la conquête spatiale. On peut penser aux ressources en métaux sur la Lune ou sur les astéroïdes en particulier.
Alors deuxièmement, les États vont organiser cette militarisation de l'espace. Alors, on rappelle, la militarisation, c'est le développement d'équipements et de techniques militaires dans l'espace. Alors, dans le cadre de cette rivalité entre puissances, les États mettent en place des structures spécifiquement dédiées aux activités spatiales. Quelques exemples ici, les États-Unis, la Space Force et la branche des forces américaines dédiée à l'espace, créée en 2019, la Space Force, est responsable de la protection des intérêts spatiaux américains, de la surveillance spatiale, de la communication militaire et de la reconnaissance spatiale. Au centre de l'image, la Russie, les forces spatiales russes, créées en 2015, sont chargées de la surveillance spatiale, du contrôle des satellites militaires, de la défense antimissile et d'autres missions liées à l'espace. Et puis, troisième exemple, pour la France, le commandement de l'espace, dont le siège est à Toulouse, est un service interarmé de l'armée française qui a été créé en 2019. Et son but est de disposer d'une défense spatiale renforcée et de disposer d'une autonomie stratégique spatiale pour la France. Les États disposent donc de moyens militaires, mais on rappelle que les armes de destruction massive restent illégales en vertu du traité de l'espace de 1967. Conclusion, il apparaît donc évident que l'espace constitue un enjeu majeur de puissance. Sa maîtrise, ce qu'on appelle le space power, est essentielle et reflète les enjeux géopolitiques et leur évolution. Ce space power touche à la fois au hard power et au soft power. L'appropriation de l'espace pose actuellement des interrogations juridiques et des sources de tension entre les États.